Raphaël, Landry. parce que bon, on se connaît bien. Bienvenue dans Steven The Ring. Merci. Merci à toi. C'est le dernier épisode de la saison 1. Je Et suis je le fais honoré. avec toi. On le clôture ensemble. Honoré. Eh bien, écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que moi je te connais bien, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ah, c'est une bonne question. Je m'appelle Raphaël Leclerc, mais tout le monde m'appelle Raph en effet. J'ai 30 ans, je suis marié, j'ai une fille et je suis entrepreneur depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai monté pas mal de boîtes et boxeur depuis 8 mois. Super. Au temple, en plus, c'est là où on se Au temple, connaît. bien sûr, évidemment. Et on passe le bonjour à Simon, du coup. On passe le bonjour on parlera à Simon, on parlera de Simon à juste après. Cyril. À Cyril aussi, ouais, c'est vrai. Et tu parlais, c'est impressionnant, l'âge. Tu m'as dit 15 ans. Depuis plus de 15 ans, c'est ça, tu veux dire par là? Depuis que j'ai 15 ans, j'en Depuis ai que t'as 30, 15 ans, donc ouais, ça j'ai fait, bien compris. ça fait mi-parcours, ouais. Ok. On va y venir sur tout ça. Et on parle d'abord un petit peu de sport, parce que c'est un petit peu l'essence du Bien podcast. Faire le lien entre tes activités sportives et ce que ça a pu t'apporter dans ton parcours, que je vois intéressant en tant qu'entrepreneur. D'où ça commence? Quel est ton premier lien avec le sport, peut-être plus jeune? Moi, ça a commencé par les sports co. Vraiment beaucoup de sports co. Ça a commencé par le foot. J'avais quoi, 3-4 ans, je pense, quand j'ai commencé le foot. Moi, je pense que j'étais pas très bon, hein, franchement. Mais j'adorais l'esprit d'équipe, quoi. Et après, j'ai fait du basket, parce que mon père a créé un club de basket, a été est toujours à fond dans le basket. Donc j'ai fait un peu de basket, puis j'étais grand. Donc ça marchait, mais j'en ai fait que 1 an. Puis je me suis retrouvé avec mon père en tant que coach, ce qui n'est pas forcément une expérience top. Et après, j'ai bougé sur le hand, et c'est là où j'ai fait le plus. C'est là où j'ai tenu le plus longtemps, entre guillemets. Où j'ai fait 8 ans ou 9 ans de hand. Et c'est là où je suis monté à des niveaux un peu plus intéressants, départemental, régional. Et c'est là où je me suis frotté un peu plus vraiment à la compétition et au sport intensif, on va dire. Ouais, mais c'est souvent aussi la deuxième question que je pose, c'était quoi ton premier souvenir en termes de compétition? Et après, on y reviendra sur le rôle qu'a joué ton père sur ta partie, ton cursus de basketteur, on va dire. Mais c'était quoi ton premier souvenir de compétition sportive? Je pense Qui que te vient en tête, hein. de vrai kiff, c'était le hand. Ouais, Au hand, j'imagine. Et de du coup, moments, de vrais moments. Je me souviens en équipe départementale, j'étais gardien, ce qui au hand est un poste un peu spécial. Mon meilleur pote, lui, était demi-centre. Et je me rappelle d'un match où j'arrête un penalty. Lui, il court, je prends la balle, je lui lance et il la récupère juste avant la ligne. Il prend, mais il met un but, tu vois, et c'était vers la fin du match et tout. Ça, c'est des moments où tu vas graver, ouais, tu vois, c'est grave, fou, tu vois, grave. quand t'es jeune et tout, t'es comme un fou, quoi, tu vois. Donc ouais, ces moments-là, les moments, je me rappelle des moments d'engueulade avec l'équipe, avec le coach, quand on prenait des sales scores, tu vois, et qu'on était... il y avait toujours des derbies, des équipes que t'aimes pas, tu vois. Grave. Et puis le hand, c'est un sport assez physique, donc ça va vite de s'échauffer un peu. Et ouais, je me rappelle dans les vestiaires, je pense une partie de mon côté entrepreneur, c'est que j'acceptais pas qu'on joue pas à notre niveau, j'acceptais pas qu'on fasse les mauvais choix, ouais, j'ai toujours une réputation un peu de grande gueule dans les vestiaires, tu vois, à l'ouvrir un peu, quoi. Donc j'ai souvenir de ces moments de tension un peu, tu vois, mais c'est marrant que tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas pensé, tu vois. Ouais, mais j'essaie de trouver un petit peu aussi des fois l'essence Mm. des personnalités des gens au travers des activités sportives, ou même culturelles, hein. On parlait Ouais, t'as raison, dans ouais. l'épisode juste avant du coup de pinceau de ma dernière invitée, Sophie Houillon. Et en fait, tout ça, ça a toujours, je trouve, personnellement, un petit lien, si ce n'est reste qu'un grand, avec la personnalité qu'on a derrière dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est la même personne. On change juste de casquette. C'est vrai. Et ce que tu dis, au final, toi-même, tu en fais le constat. Est-ce que les sports collectifs et on va dire le comportement qu'on va avoir dans le vestiaire, sur le terrain, ça va en découler après, plus tard, sur notre manière d'être en équipe ou en gérant des équipes, simplement en gérant une structure, une boîte, quoi, et la faire monter le plus haut possible. C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Et même dans le sport co, surtout, c'est un peu différent au foot, mais dans le basket, au hand, et après, j'ai fait un peu de rugby. Tu as vraiment cette notion de on attaque tous et on défend tous.
C'est Tu vrai. peux pas laisser les autres derrière, tu vois. C'est vrai. Au foot, t'as un peu la star qui est devant et qui Ouais, campe ouais. et regarde les gars, putain, vous avez pris un but, vous êtes nuls, tu vois. Ou à l'inverse, le mec est devant, il le loupe et le défenseur il regarde, il dit ouais, t'es nul, tu vois. Il y a pas ça dans ces sports-là. Et en fait, on défend, enfin, surtout dans certains hauts niveaux, ils peuvent échanger. Tu vois, au basket, ça arrive que ça échange, ou au hand, ça arrive que ça échange, mais à petit niveau, quand t'es jeune, bah, tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc, t'as intérêt de revenir. Et si tu fais pas l'effort de revenir, bah, les autres, ils vont manger pour toi, ou en tout cas, l'équipe va pas marcher. Donc, t'as cette notion quand même de on est ensemble dans ce truc-là et il faut qu'on se soutienne parce que si on se soutient pas, en fait, ça va pas marcher, quoi. Donc, ouais, ça, c'était fort. Non, c'est intéressant parler que tu as fait par rapport au fait que c'est vrai que le foot, la distance en fait, qu'on a sur le terrain, on peut En pas plus, faire ouais. le même. Enfin, l'attaquant ne peut pas revenir jusqu'au Mm, mm. poste et ce serait même dangereux puisque derrière il n'est pas à son poste pour pouvoir recevoir potentiellement un contre. Et ça, en fait, ça amène à. Il faut avoir un esprit d'équipe, mais chacun a son rôle à jouer. Mais ton rôle est hyper important. Alors que, ouais, c'est vrai, dans les sports collectifs où le terrain est plus petit, tu peux aller aider ton collègue qui est à l'autre bout en termes de rôle en soi. Tu peux passer attaquant alors que tu étais défenseur il y a quelques secondes. C'est intéressant le parallèle que tu fais. Revenons un petit peu sur un petit peu ton cursus au niveau du basket. Moi, j'ai une question sur ça. Et c'était pas du tout une question préparée. Parce que je savais pas que ton père, du coup, si je comprends bien, était coach de basket, s'il n'est pas encore. Il a été créateur du club. D'accord. Donc, le club, ils l'ont créé il y a 50 ans avec des potes quand ils avaient 18-20 ans. Et je me suis retrouvé dans ce club. Bah, forcément, de toute façon, je n'allais pas aller jouer dans un autre club que son club. Et il y a, je sais plus ce qui s'est passé. L'entraîneur s'est barré au milieu de la saison et c'est mon père qui a dû reprendre, tu vois. Mais c'était pas l'entraîneur attitré de l'équipe. Quand je suis allé dans le basket, je savais pas que ce serait mon entraîneur. Ok. C'est pire, tu vois. Parce que si je savais où j'avais mis les pieds, à la limite, tu pourrais Ouais. te dire, bon, je savais, mais non, je savais même pas. Et en fait, la question que j'aimerais me poser, c'est souvent, on va dire que des enfants, ils pratiquent une activité sportive par rapport à ce que leurs parents pratiquaient avant. Et est-ce que dans l'entrepreneuriat, c'est parfois aussi la même chose? Le père, il a une société, ou la mère, elle a une société, ou une activité, même parfois professionnelle. Une activité, surtout dans les activités telles que médecin, avocat, donc les activités libérales, c'est souvent le cas. Est-ce que tu as ressenti ça de la part de tes parents ou tu as quand même eu de la liberté, malgré le fait que, bah, par surprise, on va dire, tu t'es retrouvé à avoir ton père comme entraîneur? C'est une très bonne question. Moi, c'est une des plus grandes chances que j'ai eues. J'ai eu une extrême liberté. Et même une liberté que j'ai encore parfois du mal à comprendre aujourd'hui parce que, encore aujourd'hui, mon père, il me dit « Ma vie, c'est ma vie, ta vie, c'est ta vie ». Il veut pas forcément me raconter ce que lui, il a vécu dans sa jeunesse, ce qu'il a fait, les choix qu'il a fait. Il dit « Moi, j'ai fait mes choix, j'ai fait ma vie, on s'en fout, tu vois, c'était ma vie à moi, c'est passé, tu vois. » Et aujourd'hui, il a 66, 67 ans, tu vois. Mais mon père m'a pas du tout influencé, en tout cas le moins possible. Et la preuve, c'est que mon père, lui, est une formation d'éducateur spécialisé. Donc, il a été responsable dans un foyer de l'enfance. Donc, tu vois, c'est des foyers un peu compliqués. Ensuite, il a été dans des quartiers compliqués, à aider les familles avec des enfants, avec des problèmes et tout. Donc, tu vois, travailleurs sociaux. Ensuite, il a été syndicaliste, donc responsable syndical départemental. Ensuite, responsable syndical au niveau national. Donc, pour la CFDT, un gros syndicat, pour les travailleurs sociaux, les fonctionnaires, tout ça. Donc, tu vois, des trucs rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ma mère est assistante sociale. Tu vois, et une grosse partie de ma famille, si ce n'est toute ma famille, enfin 80% sont fonctionnaires ou bossent pour des boîtes type Renault, ou tu vois, pour des trucs un peu. Donc non, moi j'ai pas du tout baigné dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas non plus été influencé en me disant être entrepreneur c'est pas bien ou faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Non, j'ai été très très libre. On m'a laissé vraiment expérimenter et faire mes choix. Ouais, parce que quand on voit le parcours dont tu parles de tes parents, tu aurais très bien pu être dans le social, on va dire. Ça aurait peut-être même été une suite logique et un storytelling assez simple. Mon père était dans le social et derrière, tu y vas. Ouais, ok. On y reviendra un petit peu sur tout ça. Et en parlant un petit peu de sport, tu es passé du sport collectif, on le disait tout à l'heure, à la boxe dorénavant. Comment tu as découvert ce sport qui est la boxe? Je pense que je peux pas nier l'impact qu'a eu l'essor du MMA en France. Et même, d'ailleurs, que ça soit bien ou pas, j'en sais rien, mais les combats de youtubeurs ou tu vois, tout le buzz qu'il y a autour des sports de combat depuis 5 ans, je peux pas dire que j'ai suis totalement insensible. Ça serait faux. Mais la vraie raison, c'est qu'en fait, un jour, tu vois, c'est marrant, parfois, tu as des souvenirs très précis. Je suis dans la rue sur un vélo, tu vois, et il y a un mec, il y a 2 mecs, tu vois, capuche et tout machin, et le mec, il fait tomber un paquet de clopes. Et je lui dis, mec, t'as fait tomber ton paquet de clopes, tu vois. Et le gars me regarde vénère et tout, il me dit, qu'est-ce que ça peut te faire et tout machin.
Je comprends pas, tu vois. Et j'arrive au feu et lui, il passe devant moi, tu vois. Il passe avec son pote et en plus, à l'époque, je suis avec ma femme et tout. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu vas faire et tout, machin. Il m'a qu'à péter une pile et tout. Mais il me met un coup de pression, tu vois. Bon, je dis rien, je dis, vas-y, bouge. Bref, le mec bouge et tout. Et après, je comprends qu'en fait, je pense il a cru que je lui faisais une remarque sur le fait qu'il avait jeté ses clopes, alors que moi, je voulais lui dire, en fait, je croyais qu'il les avait fait tomber. Le paquet, il devait être vide, tu vois. Et en fait, à l'époque, j'avais déjà pas mal fait du dev perso, mais plutôt du coaching, du psy, tu vois. J'avais un peu cheminé sur, on va dire, ma santé mentale, ma confiance en moi, ces choses-là. Mais finalement, sur ma confiance en moi physique, je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, j'avais pas de base, tu vois. Et que si ce mec-là avait décidé pour X raisons de me rentrer dedans, en fait, j'étais plutôt à poil. Alors, j'ai de la chance. Je fais 1m90, je suis un grand barbu et tout. Donc, on m'a rarement fait chier dans ma vie, si ce n'est on m'a jamais fait chier, tu vois. Mais cette insécurité physique, à ce moment-là, je sais pas pourquoi elle m'a percuté en me disant, je peux pas supporter ça, tu vois. J'ai pas envie d'être comme ça. En fait, j'aime pas ça, tu vois. Enfin, c'est pas une facette de moi que... C'est un truc que je veux bosser, en fait. Et je me suis dit, j'ai envie d'être serein dans le cas où, alors pas pour agresser des gens, mais dans le cas où on m'agresse, j'ai envie d'avoir ce calme et de me dire, en fait, bah, je sais me défendre. Et s'il y a besoin, peut-être encore plus amplifier le fait d'être marié avec un enfant maintenant. Et le fait qu'on vive aussi dans un monde un peu de fou, tu vois, quand même, hein, on va pas se mentir. Fait que, ouais, j'ai envie d'apprendre à me défendre. Et donc, j'ai regardé un peu. C'était soit je faisais jiu-jitsu ou grappling. Fallait quand même y aller, quoi. C'était assez engagé. Et à l'époque, je rencontre Cyril. Et il m'explique le temple et tout. Et en fait, je me dis, ce qui est super, c'est que j'exclus toujours pas. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que je vais y aller à un moment donné au jiu-jitsu au grappling. Mais ce que je trouvais super dans le temple, c'était cette idée que je pouvais avoir une première marche avec un accompagnement hyper premium, avec un cadre super safe. Et je pouvais, avec de la boxe anglaise, qui est quand même plus abordable peut-être dans un temps 1, tu vois. Le fait d'être venu au gala a fini de me convaincre que bah ouais, j'ai envie de faire ça, tu vois. Ouais, t'étais venu, c'était celui De décembre derrière. de décembre, c'était pour les 10 ans. On avait en fait plus. l'initiation en plus avant. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'était jamais vu avant. Et c'est intéressant ce que tu dis. Pour revenir à ça, j'ai hésité à revenir ou pas, mais je vais quand même y revenir. C'est la confiance en soi lors de moments de confrontation. Alors, je vais m'expliquer sur ma manière de voir les choses sur ça, et elle s'inspire de beaucoup de personnes du milieu des sports de combat. Souvent, on pense, et c'est un petit peu Fernand Lopez, personnalité décriée pour des raisons et d'autres, qui parlait de, on va dire, les agressions. Le plus grand bagarreur de rue, c'est celui qui sait fuir au bon moment. Et en fait, la boxe, comme tous les autres sports de combat, mais en particulier la boxe, parce que c'est un sport de percussion, et un sport de percussion où tu es souvent sous pression parce que tu n'as que d'autres armes que tes 2 poings, et que d'autres, on va dire, armes de défense également, que tes avant-bras à la limite en plus, et tes biceps. Eh bien, tu es obligé d'être sous cette pression-là et de garder, on va dire, un calme sous cette pression constante. Et donc, dans les situations de stress et de danger, ça te donne une vision périphérique. Et cette vision périphérique, en fait, c'est limite un instinct de survie en plus, ou un instinct de survie multiplié par 10. Dans une situation d'agression, au lieu de voir que le tunnel, tu arrives à voir que, OK, il y a une porte de sortie ici, OK, il y a un objet ici, OK, il y a ça là. Tu arrives à être lucide. Et cette lucidité, ça va, au cas vraiment où on a besoin, va te permettre de réagir. Mais la plupart du temps, c'est réagir en prenant la bonne sortie ou en désamorçant. Là où des personnes vont soit, parce qu'ils se sont agressés, surréagir par crainte ou par peur de paraître, on va dire, non défensif, et sinon vont se tétaniser. Ça, c'est le pire qui peut arriver à quelqu'un. Et je pense que là-dessus, il y a un truc très énergétique, tu vois. Je pense que l'énergie que tu dégages quand tu n'es pas sûr de toi, et que tu sais pas te défendre, elle est mauvaise. Et donc, c'est de l'huile sur le feu, tu vois. Elle se ressent, et donc celui qui veut en profiter, il peut continuer, tu vois, de remettre un truc et tout. Alors que si tu es très serein, et d'ailleurs, c'est un truc que dans les personnalités du MMA ou de la boxe que tu peux voir, tu vois des gens quand même qui ont l'air quand même souvent assez sympas, assez sereins, assez calmes et assez sereins, et tu sens une sorte de force intérieure. En fait, personne n'a envie de les faire chier, les gars, tu vois, parce qu'en fait déjà ils ont l'air tellement
serein, tellement ancré. Mhm. Et en fait, cette sérénité m'a toujours assez fasciné, tu vois. Et même, je le vois, tu vois, avec les coachs du temple et tout, cette gentillesse, cette capacité, cette attention et tout. Tu vois, en fait, c'est des gens qui n'ont pas ce sujet qu'il peut avoir avec des gens qui manquent de confiance en eux, qui vont, tu vois, essayer un peu de se mettre en avant, qui vont, tu vois. Parce que ils ont, finalement, ça, c'est un peu ça montre, en fait, le côté qu'ils n'ont pas confiance en eux, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est très intéressant, cette position. Et pour revenir un peu à ta découverte du temple, c'est quoi ton premier souvenir avec Simon pour le coup? On lui passait bonjour Simon Bakou. Des fois, j'ai du mal à. Mais Simon Bakou, pour être exact. On lui passe le bonjour. Écoute, Simon, je l'ai rencontré dans les cours de pâte d'ours du vendredi matin à Palais Royal. Et c'était mes premiers cours de pâte d'ours. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'attention, tu vois, qu'il mettait. Et le côté... et ça, c'est un truc qui est super au temple, c'est tu débutes, en fait, va y avoir une extra attention sur toi. Et pas que de la part du coach, mais aussi de la part des membres qui sont, eux, plus aguerris ou qui ont plus d'expérience. Mhm. Et donc, je me retrouve dans un cours, finalement, avec, je crois qu'on n'était que 4, et avec des mecs plus expérimentés. Et tout de suite, on me met dans le truc, et j'ai l'impression de progresser à fond. Et Simon, il a ce côté qui est super, c'est il met beaucoup d'intensité. Donc, c'est très cardio, beaucoup de tout est amplifié, tu vois, je trouve, dans ces cours. On y est à fond, c'est très technique. C'est des rounds de 6 minutes, donc c'est très cardio. Entre les rounds, c'est pompe, burpees, machin. Donc, vraiment, tu te dépenses. Et en même temps, à la fin, le mouvement qui au début te paraissait compliqué, à la fin, tu le maîtrises. Et quand tu réessayes de le faire dans le sauna, tu vois que tu as enregistré le mouvement, tu vois. Et ouais, je sais pas, assez naturellement, j'ai accroché avec ce gars et je me suis dit, c'est avec lui que j'ai envie de bosser, quoi. Et en fait, moi, j'avais eu, pour mes 30 ans, mes potes m'avaient offert 3 mois d'abonnement au temple et genre 2 ou 3 cours particuliers. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier avec Simon. Super. Et objectif, du coup, cette année. Et très vite, parce que en fait, je pense que il y a certains sports, en tout cas, c'est pas vrai pour tous les sports, il y a des sports où être débutant, c'est pas ouf. Je sais pas si t'as déjà essayé de faire du skate ou du surf. Les premières vagues ou les premiers trucs en skate, tu fais pas grand chose, tu vois. En surf, les premières vagues, bon courage, tu vois. Osgore, ça fait 3 ans, Voilà. 3 ans, je suis monté une fois sur une planche et Voilà. je suis redescendu. Donc, et la boxe, finalement, c'est un peu ça. C'est que si tu mets pas une rigueur, si tu mets pas une régularité, tu vas pas vraiment kiffer, tu vois. Tu vas pas pouvoir aller en sparring, tu vas pas pouvoir faire des trucs sympas, tu vas pas bien bouger, tu vas sentir que t'es pas bon, c'est pas très agréable, tu vois. Donc, très vite, je me suis dit, en fait, si j'y vais à fond. Et puis, une fois que j'ai vu, donc ça, moi, j'ai commencé fin septembre. Et après, il y a eu. Donc, j'ai commencé quand même assez intensif, 3-4 fois par semaine. Et en décembre, il y a eu le gala. Et là, j'ai vu le truc. Et j'ai dit, OK, dans un an, je suis. Moi, j'aime bien prendre des engagements avec mes potes, avec les gens qui sont autour de moi. Parce qu'une fois que je m'engage, moi, j'aime bien une parole vaut un écrit, tu vois. Donc, si je dis quelque chose, je le fais. Donc, pour me moto-hacker, si tu veux, j'ai qu'à dire à tout le monde, je vais faire un combat. Et du coup, après, je sais que je vais me mettre la discipline et que je vais faire ce qu'il faut pour faire le combat dans de bonnes conditions, tu vois. On se donne rendez-vous du coup Le 13 décembre 2025. Exact. On sera là, présent. Et j'ai hâte. Et on en parlait en plus. Bon, à la base, on voulait le faire après le gala, mais je me suis dit, en fait, ça, c'est 8 décembre, bon, ça va prendre un peu de temps. Mais pourquoi pas, à l'occasion, refaire un épisode juste après. Débrief pour du avoir gala, un peu débrief de la prépa. Ouais, grave. Pour l'après, et voir un petit peu comment tu te sens et qu'est-ce que tu as ressenti de cette expérience-là. Qu'est-ce que ça a changé, peut-être, de manière générale, la boxe en toi en dehors on parlera après de ton rôle de père de famille, mais plutôt dans ta manière de gérer ton quotidien d'entrepreneur. Alors, je vais revenir pour te faire un parallèle avec une de mes activités. Moi, j'ai été coaché par une fille qui s'appelle Mounia Arka, qui est une coach en neurosciences, qui a créé une méthode basée sur les neurosciences. Donc, le fonctionnement du cerveau scientifique appliqué au coaching et comment tu peux mieux utiliser ton cerveau. Et en fait, un des trucs qu'on t'apprend, c'est que ton cerveau consomme environ 20% de ton énergie pour seulement 2 kilos. Donc, tu vois, sur 80 kilos, le rapport poids-énergie, il est assez énorme, en fait. Et donc, quand ton corps veut économiser de l'énergie, un des premiers axes sur lequel il se fixe, c'est le cerveau. Et qu'est-ce que ça donne chez l'humain ? Ça donne que pour l'humain, c'est beaucoup plus simple
le schéma qu'on donne, c'est mode automatique, mode adaptatif, ou mode 1, mode 2. Il y a un bouquin très connu aux US là-dessus. C'est qu'en fait, tu as tes schémas de pensée classiques, les choses que tu connais, je te dis 2x2, tout ce que tu as l'habitude de faire, tout ce qui est rapide pour toi. Mais ça, c'est vrai aussi pour tes croyances, c'est vrai pour tes biais. Si tu as tendance à penser, moi, je sais pas, tendance à penser que toutes les Renault, c'est des voitures de merde, bah, quand tu penses sur Renault, tu vas trouver plein de raisons de dire que la voiture, c'est de la merde. Ou si tu penses que le métro, c'est dégueulasse, bah, tu vas rentrer dans le métro, tu vas trouver plein de raisons pour dire que c'est dégueulasse. Donc parce que c'est facile pour ton cerveau, en fait, d'aller sur ces chemins-là, tu vois. Et ça lui prend très peu d'énergie. Par contre, l'autre côté, le mode adaptatif, ça, c'est ton mode qui te permet d'innover et de voir les choses différemment et de creuser des problèmes. Bah là, en fait, c'est un mode qui consomme beaucoup plus d'énergie. Si je te dis 999 fois 484, tu peux le faire, mais ça va être un peu plus dur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chirurgien, quand il opère à cœur ouvert, lui, il opère en mode automatique. Par contre, si toi, je te demande d'opérer quelqu'un à cœur ouvert, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie que le chirurgien. Et encore heureux, parce que le chirurgien, il ne tiendra pas si c'était toujours en son mode adaptatif. Pareil pour un mec qui conduit une Formule 1, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'on voit qu'en fait, aller dans son mode adaptatif, ça nous consomme beaucoup plus d'énergie. Et en fait, ce qu'on voit avec la boxe, c'est que là, pour un boxeur, être en phase de combat, c'est son mode automatique parce qu'il a intégré des habitudes, ça lui consomme très peu d'énergie. Ouais. Moi, quand je monte sur le ring et que je suis en sparring, je vois que c'est mon mode adaptatif qui travaille et je vois que mon cerveau consomme énormément d'énergie. Et que donc, j'ai du mal en termes de cardio. Et tout le monde te dit, tu vois, quand tu montes sur le ring sur un combat, tu fais pas énormément de mouvements. Tu vois, s'il n'y avait pas d'enjeu, en soi, c'est pas censé te fatiguer, tu vois. Je cours à côté, je fais 10 km, je suis pas essoufflé. Pourtant, je fais 3 minutes en sparring sur le ring, j'ai l'impression d'avoir couru 2 marathons. Tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est pas mon corps qui travaille, c'est mon cerveau. Et donc, ce que ça m'a appris, la boxe, c'est que si tu n'es pas capable de calmer ton cerveau et de maîtriser ton cerveau, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie que ce que tu as besoin de dépenser. Et cette énergie, tu vas pas la retrouver. Elle est dépensée, elle est partie, tu vois. Et la différence, au bout de quelques rings, ou au bout de quelques rounds, ou au bout de quelques échanges, en fait, elle ne va pas être sur ta capacité vraiment physique. Je pense que là-dessus, finalement, la différence, elle est peut-être à 10 ou 20%. Mais je pense qu'elle est dans la capacité à gérer ton mental pour économiser de l'énergie, et donc pour avoir plus de cardio, pour avoir une meilleure vision, pour avoir tout ce que tu disais avant. Et donc, il y a dans la boxe un aspect que je pense dont on parle très peu, mais qu'en fait, c'est ultra, ultra mental comme sport. Évidemment que c'est ultra physique et qu'il faut, et je le vois, Simon, il me met des exos dans tous les sens. Et je vois évidemment qu'il y a du physique, mais la face, je pense, même immergée de l'iceberg, je pense que la grande différence entre un très bon boxeur et un champion du monde, je pense qu'elle se fait vachement sur le mental et comment il gère son cerveau. Tu vois. Ce que tu dis là, c'est ça, et je te laisse finir, c'est ce que disent la plupart des grands champions aussi également. En fait, c'est 80% de mental, voire 90%. Ça dépend des personnalités de chacun. Mike Tyson le disait, Mohamed Ali le disait. Aujourd'hui encore, on a Ryan Garcia, qui est un boxeur du coup, qui est en vogue et qui a eu aussi des phases où mentalement ça allait pas. Et en corrélation, sur le ring, ça allait un peu moins bien, même s'il a une seule défaite en actif, mais il y a eu des hauts et des bas. Et c'est clairement le cas, en fait. C'est clairement le cas, et c'est pas pour rien que même dans les MMA, on l'a vu avec Conor McGregor, quand tu rentres dans la tête d'un combattant, tu lui fais perdre en fait tous ces schémas qu'on disait adaptatifs. Il revient à son mode adaptatif justement. Pourquoi ? Parce que il n'a plus le sang-froid. Le sang-froid, en fait, c'est le perdre, c'est ce qui tue un petit peu un combattant, un boxeur. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un sport, si ce n'est pour beaucoup de gens, même qui disent que c'est 100% mental. En vrai, en fait, le physique, tout le monde l'a. Tout le monde peut l'avoir. Tu peux être plus endurant qu'un boxeur. Mais sauf que tu n'auras pas la tête assez froide pour que lorsque tu reçois un coup, tu puisses supporter la douleur ou tout simplement que tu puisses rester lucide après avoir reçu un direct du bras avant sur la tête. Calmer calmer ton cerveau qui t'emmène en mode alerte, 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 qui consomme beaucoup plus d'énergie que ce qu'il devrait consommer. Et là, en fait, c'est parti, tu vois. C'est ça. Mais c'est intéressant. Parlons de ce parcours-là et ce qui t'a amené du coup, au coaching par la neuroscience. Les neurosciences, on va dire comme ça, parce qu'ils sont plusieurs, si je comprends bien. Avant de rencontrer Mounia, quel a été le parcours qui t'a amené à rencontrer cette personne ? Ouais, j'ai créé pas mal de boîtes. J'ai commencé à 15 ans, c'était dans l'événementiel. J'organisais des soirées, comme pas mal d'entrepreneurs de 15 ans. Il n'y a pas beaucoup de business que tu peux faire à cet âge-là.
Des soirées, je suis arrivé à faire de l'hôtellerie-restauration. Enfin, j'ai eu un bar-restaurant. Et de ce bar-restaurant, je me suis rendu compte que la gestion des réseaux sociaux pour les restaurateurs, c'était un sujet compliqué. Là, on était avant le Covid. À l'époque, je passais aussi par pas mal d'expériences, notamment en Asie. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a un sujet. À l'époque, c'était un peu la Startup Nation. Il y avait pas mal de vidéos sur YouTube. Il y avait plein de The Family. Je sais pas si tu vois Oussama Hamar et tous les, J'écoutais sans permission, on arrive. les débuts de tout ça. Et moi, je tombe sur leurs vidéos et je me dis, mais moi, j'allais te faire une startup, quoi. Tu vois, ça faisait déjà quelques années que je faisais de l'événementiel. L'événementiel, on va dire que c'est les paillettes, mais ça gagne pas grand chose, quoi. Tu vois, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Et je voyais ces mecs faire des startups, gagner de l'argent en dormant et tout. Donc je me suis dit, je vais faire une startup avec mon truc de réseaux sociaux, quoi. Mais il se trouve que le Covid arrive. Et en fait, ça a été un énorme accélérateur pour nous parce que, à l'époque, les restaurateurs, si t'as pas de réseaux sociaux, en fait, t'existes pas, quoi. Vu qu'il y a plus rien d'ouvert. Donc les seuls qui arrivent à faire de la vente à emporter et à vivre, c'est ceux qui ont Facebook, qui ont Insta. Et nous, on est les seuls à proposer ça à ce prix-là. Et donc, on a eu une énorme croissance. La boîte est passée au début, j'étais tout seul, puis après, on est passé de 5, 10 personnes. Et à la sortie du deuxième confinement, en septembre 2021, on est passé de 10 à 100 personnes en l'espace de 9 mois. Et donc, je ne sais plus combien on faisait, on devait faire 400 000 de chiffre d'affaires à 3-4 millions, quoi. Donc, grosse croissance, levée de fonds, tout ça. Et donc, ça a été une période assez folle. Et j'ai rencontré Mounia dans le moment où on a fait une levée de fonds qui a été à moitié avortée avec un fonds d'investissement. Enfin, le fonds d'investissement s'est retiré du deal 3 mois plus tard. À ce moment-là, ça a été assez dur à gérer parce que j'avais très peu de cash, beaucoup de salariés et j'avais une boîte qui n'était pas rentable. Et donc Mounia, elle est venue m'accompagner dans cette période-là pour, tu vois, comme dans un combat de boxe, tu aurais ton coach qui te prendrait entre deux rounds pour te dire, bon, là, tu vois, pour te remettre les pendules à l'heure. Là, c'était ça. J'avais besoin de quelqu'un pour prendre du recul sur le combat que j'étais en train de mener et pour 1 heure par semaine me ramener de l'oxygène et me dire, OK, attention, la situation actuelle, c'est ça. Ce que tu en penses, c'est ça. Mais on pourrait très bien aussi en penser autre chose. Et tes pensées, c'est la base de tout. Ce que tu penses, ça induit tes émotions. Et tes émotions induisent ton comportement. Et ton comportement induit tes résultats. Donc si tu as des mauvaises pensées, naturellement, le schéma qui suit, il est mauvais. Ça va générer de la frustration, ça va générer de la colère. La frustration et la colère, ça génère des comportements qui ne sont pas les bons. Et donc, généralement, des résultats qui ne sont pas les bons non plus, tu vois. Donc, elle m'a aidé à prendre ce recul avec sa méthode et aussi à beaucoup visualiser. Visualiser la situation qui s'arrange, visualiser des meilleures pensées, meilleures émotions, meilleurs comportements pour obtenir des meilleurs résultats. Donc, la même chose que pour un sportif, mais appliqué au business. Ok. Et en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu penses, parce que c'est un petit peu, si je comprends bien, le fer de lance de ce qui s'est passé là, qu'un entrepreneur, il doit être beaucoup plus souvent coaché, comme un athlète et entouré. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont peut-être pas assez entourés, que ce soit physiquement et surtout mentalement? Parce que ça a été un peu la raison pour laquelle tu as suivi, je pense. Il y a un sujet global qui est qu'aujourd'hui, c'est très facile. Enfin, tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut prendre soin de sa santé physique. Tu vois, faire gaffe à ce que tu manges, faire du sport, bien dormir, t'hydrater. Tu vois, tout ça, aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est quand même parisienne, un peu, tout le monde va être d'accord avec ça, tu vois. Pour autant, prendre soin de sa santé mentale, là, tu vois, c'est encore un peu tabou, c'est pas encore super clair. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais pour ta santé mentale? Tu vois, les réponses, elles varient, quoi, tu vois. Mais t'as quelqu'un qui dit, de temps en temps, je vais faire un massage. Ouais, tu vois. Ou de temps en temps, je prends une demi-après-midi off et je vais au cinéma, tu vois. Ouais, mais en fait, on ne parle pas de ça, tu vois. Donc, aller voir un psy, c'est quand même encore assez tabou. Écrire son journal intime, c'est encore assez tabou. Faire de la visualisation, bon, c'est clair. Enfin, il est clair que les sportifs le font, les politiques le font, mais est-ce que les gens pensent le faire pour eux? Pas souvent. Faire de la gratitude. Tu vois, la gratitude, c'est un truc qui est présent dans toutes les religions. Donc, dans les religions, ça veut dire merci Dieu pour X ou X choses qui m'arrivent dans ma vie. Mais ça veut pas dire que toi, tu peux pas le faire, même si t'es pas croyant, tu vois. Et donc, nous, c'est un truc qu'on pratique beaucoup, la gratitude. Mais pour les gens, c'est pas évident d'écrire tous les matins. Je suis reconnaissant pour la relation que j'ai avec ma femme. Je suis reconnaissant pour
le sport que je fais au temple, je suis reconnaissant pour avoir de la bouffe tous les midis et tous les soirs sur ma table. Les gens vont pas le faire instinctivement, tu vois, ça va leur paraître un peu bête, un peu bizarre, un peu bisounours, tu vois. Mais en fait, ça, c'est des schémas de pensée hyper importants pour être heureux et être en bonne santé mentale. Le truc, c'est qu'encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui est admis dans la société que si on prend pas soin de sa santé mentale, on peut avoir une mauvaise santé mentale, de la même manière que si on prend pas soin de sa santé physique, on peut avoir une mauvaise santé physique. Et qu'être heureux, c'est une combinaison des deux, tu vois. Donc c'est vrai pour les dirigeants, mais c'est vrai aussi pour n'importe qui. N'importe qui. Ouais, et puis tu parlais de la santé mentale. Je pense que les JO de Paris ont un petit peu mis en avant cela avec le haut marchand qui, moi je me rappellerai toujours, avant que les JO commencent, il y avait un documentaire sur lui. Et c'est là où il parlait de son préparateur mental. Et il était tellement serein. Je disais, merde, mais attends, mais il sait qu'à faire les JO, lui, ou on dirait il va juste aller faire une compétition avec son collège. Et en fait, après les JO, j'ai compris. J'ai compris que oui, il faut être préparé mentalement. Et lui, il le disait, il était prêt mentalement. Il parlait de ses croyances limitantes, il parlait de ses biais, comment il les assure, enfin, son rapport au stress, son rapport à plein de choses, de manière très ouverte. Mais tu sens qu'il en parle comme quelqu'un qui a connu les moments difficiles et qui s'est fait accompagner, qui est sorti de tout ça, et qui aujourd'hui, même quand il continue d'en parler, il en parle comme quelqu'un qui continue de se soigner en parlant. Tu vois, Ouais, c'est assez touchant d'ailleurs, ça qui fait que c'est touchant pour moi, je trouve, son discours. Mais en fait, ce qui me gêne avec ce côté-là, c'est que les gens peuvent vite faire un parallèle en disant bah oui, mais lui, c'est long marchand, il fait les JO, donc c'est entre guillemets, c'est normal, il en a besoin. Je vois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, on a tous besoin de se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, de se sentir heureux, tu vois, tout simplement de pas se laisser avoir par notre cerveau qui est quand même principalement avoir certains aspects négatifs ou à se comparer ou à juger les autres, tu vois, et à créer du coup ce que je te disais, des chemins de pensée négatifs, des émotions négatives, comportements négatifs, résultats négatifs, tu vois. Aujourd'hui, ton activité, tu accompagnes des gens sur ce sujet-là? Ouais, j'accompagne des gens sur ces sujets-là, plutôt des CEO, plutôt des entrepreneurs. Et je me suis associé avec Mounia. Et aujourd'hui, on forme des coachs sur cette méthode-là, basée sur les neurosciences. Et on accompagne un collectif de coachs qui utilisent la même méthode que nous, enfin, qui a été formé à la méthode et qui utilise la méthode. Et on vend aussi des formations en ligne pour ceux qui veulent. Donc, on a pris cette méthode et on l'a mise sur différents formats, quoi. Okay. Ça s'appelle comment? C'est comme ça, ça s'appelle 108 milliards, la boîte. Ok, super. Ouais. Super. Bon, on invitera les gens à aller sur le site qu'on mettra en description, pour ceux qui écouteront l'épisode sur les différentes plateformes. Et comme ça, ils pourront en savoir un peu plus. Alors, pour continuer un petit peu sur ce sujet-là de la santé mentale, toi, derrière, quels ont été, peut-être sans indiscrétion, les outils clés qui t'ont servi dans des moments difficiles et peut-être même que tu utilises encore aujourd'hui? L'outil que j'utilise le plus, qui est le plus simple, qui est gratuit, tout le monde peut le faire, c'est l'écriture. Il faut écrire. Il faut écrire. En fait, je trouve l'image la plus simple, c'est sortir les poubelles. En fait, dans ta tête, tu as une petite voix qui te raconte des histoires en permanence sur tout ce que tu vis. L'image qu'on peut prendre, c'est que tu as tes lunettes qui teintent la réalité. Et à situation factuelle égale, toi et moi, on peut en penser des choses très différentes. Tu vois, tu le vois tous les jours dans la vie, tu vois. Toi, tu vois une situation factuelle, tu juges d'une certaine manière, la personne arrive à côté, elle émet un autre jugement, vous n'êtes pas d'accord, tu vois. En fait, c'est tout ce que tu as vécu dans ta vie, même ce que tu as hérité, qui va faire la teinte de tes lunettes. Donc toi, tu vas avoir d'une certaine couleur, et puis l'autre va avoir d'une autre couleur. Le truc, c'est que toutes ces pensées que tu génères, comme je te dis, elles peuvent aller dans un sens négatif ou positif. Et la manière la plus saine et la plus simple de se séparer de ces pensées négatives, c'est d'abord de les écrire pour se rendre compte que c'est des pensées et que c'est pas des faits. Parce que souvent, si je te dis un tel est un con, c'est une pensée, c'est pas un fait. Tu peux dire un tel est rentré dans la pièce et m'a pas dit bonjour. Ça, c'est factuel. Mais c'est un con, c'est un jugement. Si je pense que c'est un con, je suis en colère. Si je suis en colère, je vais lui dire à se faire foutre. Si je lui dis à se faire foutre, en fait, peut-être qu'on aurait pu être potes et qu'on sera pas potes. Tu vois. Donc en fait, écrire, tiens, j'ai croisé un tel, c'est vraiment un con, il m'a pas dit bonjour. En fait, tu regardes le truc, tu dis, une fois que tu l'as écrit, tu dis, en fait, peut-être qu'un tel, c'est pas le bonjour. Peut-être qu'un tel, il m'a pas vu. Peut-être qu'un tel, en fait, je sais que les 3 dernières fois que je l'ai vu, en fait, il était très sympa.
Et là, il m'a pas dit bonjour, mais il y a sûrement une raison pour laquelle il m'a pas dit bonjour. Tu vois, Mhm. tu peux beaucoup plus relativiser quand tu as pris de la distance. Mais si Ouais, tu tu prends prends pas du de recul. distance, la petite musique dans ta tête, elle peut vivre très très longtemps. Et donc, le conseil le plus simple, c'est écrire tous les jours. Moi, je réponds à une question simple, c'est comment ça va? Tu vois, est-ce que ça va? Ouais. Pourquoi? Donc là, on rentre aussi un peu dans une phase de gratitude. Bah, j'ai ça, j'ai plein de trucs bien qui m'arrivent dans ma vie. Donc, je câble mon cerveau pour repérer les choses cool qu'il y a dans ma vie, ce qui fait que je suis capable aussi de les maximiser. Parce que si j'ai une route dans mon cerveau qui me dit, tiens, j'aime bien ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, bah, en fait, naturellement, qu'au moment de choisir ce que je vais mettre dans ma journée ou les gens que je vais rencontrer et tout, bah, je vais plus facilement aller vers ce que j'ai identifié comme étant des bonnes choses pour moi, parce que je l'ai identifié à l'écrit. De la même manière, ce que j'écris comme étant des choses que je n'aime pas ou que j'ai pas aimé ou qui m'ont frustré ou qui m'ont énervé ou qui m'ont attristé, eh ben, c'est des choses où je vais pouvoir prendre du recul et me dire, ok, comment je fais pour que ça n'arrive plus? Donc bah, peut-être qu'en fait, telle personne, faut que je les sorte de ma vie parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Peut-être que telle activité, en fait, je me rends compte que bah, j'aime pas ça, en fait, donc il faut que je trouve quelqu'un pour le faire à ma place, ou il faut que j'arrête de le faire. Enfin, tu vois, je peux... euh, et moi, je pense que dans beaucoup de sens, on est le meilleur coach pour nous-mêmes. Il n'y a personne qui te connaît mieux que toi. Et donc, en fait, l'écriture, c'est une bonne manière de prendre du recul pour ensuite te dire, OK, comment je fais le tri, comment j'arrange par rapport à ce que je vois de ce qui se passe dans ma tête. Ok. Tu écris, toi, enfin, tu conseillerais, Mm. et peut-être on parlerait dans votre méthode, vous conseillez l'écrit manuscrit ou... C'est le mieux, mais il y a tellement peu de gens qui sont capables de le faire que moi, je le fais que sur informatique et c'est très bien déjà de le faire sur informatique, tu vois. Mais oui, dans un monde Ouais, idéal, le mieux, c'est de le faire à la main parce que ce que tout le monde disait, en fait, quand tu écris à la main, tu actives 2000 différents muscles et trucs et tout, et qui font de la mémoire supérieure. Donc, beaucoup plus de poids dans ce que tu écris. Il y a certains trucs que j'écris, non, c'est pas vrai ce que je te dis. Ce que j'écris à l'ordinateur, c'est mes sentiments, un peu mon journal, tu vois. Hmm. Les trucs qui se passent dans ma vie. Tout ça. Ce que j'écris à la main, c'est mes mantras. Donc, si tu veux enregistrer un mantra dans ta tête, euh, là, par contre, je l'écris à la main, matin et soir. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Mais c'est une phrase. D'accord. C'est pas alors que si j'écris des trucs qui se passent dans ma tête, je peux écrire Ouais. beaucoup, ou pas beaucoup, mais je peux écrire beaucoup. Tu vois. Mais c'est vrai que quand moi aussi, quand j'écris des... En fait, simplement, ma manière d'apprendre un sujet, ça va être de le lire, de l'écrire, d'écrire les notes moi-même derrière à la main et de retranscrire ces notes après proprement, mais sur l'ordi, parce que je sais pas, j'aime pas garder des papiers chez moi. Et donc, au final, je pense que bêtement, ou pas bêtement, logiquement, j'utilise ce dont tu parlais là. C'est-à-dire, j'utilise sûrement cette Ouais, faculté ouais. que nous donne le cerveau et l'écrit et En les fait, différents muscles tu vas utilisés. l'enregistrer beaucoup plus parce que tu vas le lire plusieurs fois, tu vas le relire, en fait, tu vas l'imprimer dans ton Ouais. cerveau beaucoup plus. Quoi. Ok, intéressant, intéressant comme outil. Et, et peut-être aujourd'hui, dans ta vie de famille, les outils ou peut-être même les choses que tu mets dans ton quotidien pour garder. On parlait, bon, c'est intime, on parlait de vacances avant que ça commence. Comment tu arrives à organiser un petit peu ton quotidien pour avoir de l'énergie dans ta casquette d'entrepreneur, dans ta casquette de père de famille, et aussi quand tu n'as pas de famille, tu es aussi un mari, parce que tu l'es. Et comment tu arrives à trouver un petit peu d'énergie dans ces différentes casquettes du quotidien? Bah, tu vois, déjà, dans ce que je te disais, dans l'écriture, ça me permet de faire des bons choix, tu vois, de mettre mes priorités, tu vois. Si je considère dans mon écriture que j'ai pas passé assez de temps en famille, en fait, je peux aller voir dans mon agenda et réorganiser mon agenda, tu vois. Le fait aussi d'avoir un endroit où je peux déposer mes pensées et à côté, moi, je suis suivi, j'ai des coachs, j'ai une psy, tu vois, j'ai beaucoup d'espace dans lequel moi, je peux poser mes pensées, mes émotions, tu vois, ce qui m'arrive. Bah, ça me permet, je pense en tout cas, et le sport, d'arriver le soir le plus clean possible, tu vois, le plus... c'est un peu ce truc tu sors d'une grosse journée, t'en as eu plein de trucs et tout, t'arrives chez toi, t'es chargé. Tu vois, encore une fois, on parle un peu d'énergie. En fait, t'es chargé d'énergie négative. Et donc, bah, si ta femme, elle aussi, elle a une journée compliquée, eh ben, t'arrives, et ben, forcément, le gosse, il ressent l'énergie. Donc, lui, il peut aussi se mettre à péter un plomb. Tout le monde pète un plomb. Soirée de merde, tu vois. En fait, si chacun, de son côté, fait le taf, ce que tu vois, c'est qu'en fait, bah, ça se ressent dans l'énergie de la maison, du couple. Et donc, moi, j'encourage ma femme en max à faire du sport, à aussi, elle, avoir ses espaces où elle peut se décharger, où elle peut parler. Et si chacun fait bien le boulot de son côté, bah, en fait, je suis convaincu qu'à la fin, à la maison, ça se passe bien, tu vois.
L'équilibre, pour moi, il vient de là. Un couple, pour moi, c'est 2 personnes qui vont bien, elles vont bien ensemble. Mais si tu as une personne qui va très mal et une personne qui va très bien, ça se nivelle pas au milieu, tu vois. C'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, moi, j'essaye toujours de prendre soin de moi au maximum. Mais c'est vrai pour la maison, mais c'est vrai aussi dans ta boîte. Tu vois des CEO qui prennent pas soin d'eux, pas soin de leur santé mentale, pas soin de leur corps, pas soin de tout ça. Et en fait, bah, évidemment, ils ont une énergie qui est mauvaise, ils sont fatigués, ils peuvent être irritables, ils communiquent pas bien. Et donc, bah, pour leurs équipes, c'est compliqué à gérer. Ils ont du mal à lui dire les choses parce que si tu dis un truc, ils s'énervent. Donc, bah, la communication passe pas, donc les messages passent pas, donc la boîte grossit mal ou les clients, tu vois. Pour moi, tout ça est lié, tu vois. Et comme tu as dit, j'ai pas 2 cerveaux, tu vois. J'ai pas un cerveau pour mon boulot et un cerveau pour chez moi. J'ai le même, tu vois. Clair. Donc, si je prends bien soin de moi, ça fonctionnera dans les deux. Ça fonctionnera au taf comme chez moi, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis sur, comment dirais-je, tout simplement le fait de se laisser du temps. En fait, pour faire le tri. Tout à l'heure, tu parlais de faire ses poubelles. En fait, ça m'a fait penser à ça quand tu donnais l'exemple. Je trouve que quand on arrive à la maison, il faut faire ses poubelles de sa journée. C'est pas quand tu arrives à la maison que tu poses tes poubelles de la journée chez toi. Les ordures exactement. que tu as vécues. C'est exactement ça. Sinon, Mais c'est ce que font la plupart des gens. Ouais. La plupart des gens, ils prennent leurs poubelles et ils les jettent à la tête des autres, tu vois. C'est ça. Alors qu'en fait, moi, je les jette sur le papier ou je les jette à la tête de gens qui sont payés pour les recevoir. Donc, c'est pas... donc, c'est OK, tu vois. Et ils savent les recevoir. Ou je les jette sur le sac de boxe. Clairement. Tu vois, mais je les jette pas à la tête de ma femme, tu vois. Et quand j'arrive avec ma femme, j'arrive avec le smile, je suis détendu et j'ai une énergie qui est saine, tu vois. Et ça, par exemple, si y a les bébés, ça se ressent vachement, tu vois. Les bébés, c'est des éponges à énergie et à émotion, tu vois. Si tu arrives chargé de mauvaises émotions, le bébé te loupe pas, tu vois. Donc, je fais vachement gaffe à ça et pour l'instant, je joue du bois, mais ça me le rend bien, tu vois. On te le souhaite et j'espère que ça donnera des billes aux personnes qui nous écoutent, qui parfois cherchent un petit peu une manière de peut-être se sentir mieux quand ils rentrent à la maison. Alors là, je vais pas sortir les noms, etc., mais c'est un peu du personnel, pas moi, mais certains proches ou un proche en particulier. Et c'était sur les vies de couple. On parle de vie de couple en soi, là. Et même vie de couple, qu'on aime les hommes, les femmes, peu importe, et qu'on soit avec qui que ce soit. Vie de famille aussi, parfois on vit encore avec ses parents, si c'est plus jeune qui nous écoute, ou parfois moins jeune. Bref, quand on vit avec quelqu'un au quotidien, on ne peut pas rentrer à la maison et sentir qu'on est stressé de rentrer. Et ça, j'ai vu des gens qui me l'ont partagé. Des fois, je suis au travail, j'ai pas envie de rentrer, j'ai peur de rentrer parce que j'ai pas envie de m'embrouiller. Et du coup, soit je rentre et je me dis, allez, et j'y vais pour l'embrouille, ou soit je vais au bar et au lieu de prendre un café, et je prends 2, 3, 4, 5, 6 bières. Et quand je rentre, j'ai l'impression d'avoir oublié mes déchets, mais en fait, c'est encore en moi, c'est juste qu'ils sont camouflés. Et là, c'est pire. Après, il y a des vies de famille qui se brisent par rapport à cette situation-là. Et j'invite vraiment des personnes à... La boxe, c'est bien pour ça. Les sports, de manière générale, c'est bien pour ça. Et tout à l'heure, tu parlais des psys. Vraiment trouver des moments où ils puissent tout simplement décharger le plus possible d'ordures. Peut-être même passer du temps avec ses amis. Quand les happy hour. Ouais, c'est ça, l'happy hour, c'est à quelle heure? Ça fait trop longtemps que tu bois plus d'alcool et que t'es dans le c'est sport. un Toi. truc de fou. Là, je viens de me rendre compte. Je disais, attends, ouais, mais je sais même pas c'est quoi un happy hour en fait. Tous ceux qui sont à des happy hour, alors ils nous écoutent ou qui y vont, ils doivent se dire, mais Landry, il est déconnecté. Mais si je ne me trompe pas, c'est 18. 18 c'est l'heure de sortie de taf. Et je pense que ça sert à ça aussi. Ces moments-là peut-être peuvent être importants. Peut-être trouver ces moments-là et parler avec des amis, mais pas leur jeter les ordures. Parce qu'au final, après, si tu jettes les ordures sur ton pote, lui, il a déjà les siens. Et après, il reçoit les tiens aussi. Il rentre à la maison, il dit, ouais, mais Landry m'a saoulé là. Depuis de 18h à 19h, il m'a parlé que de ses soucis de sa femme. J'en ai rien à foutre, moi. Et donc, après, ça crée encore plus de soucis chez lui. En fait, tu disais, il faut trouver le temps. Et je pense qu'il faut le prendre, il faut le prévoir. Ouais, je vois. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps d'aller chez le psy, j'ai pas le temps de faire X, Y. En fait, tu vois, j'adore la citation. Cyril, il parle souvent de Thierry Marx en disant je n'ai pas le temps de pas faire de la boxe. Tu vois. Je l'ai croisé ce matin. Donc là, et j'adore cette citation. En fait, moi, j'ai pas le temps de pas prendre soin de ma santé mentale. En fait, si je ne prends pas soin de ma santé mentale, je sais que ça déraille. Donc, je sais que je vais passer plus de temps à
à devoir gérer des problèmes, à peut-être être moins bien dans mes relations avec les gens. Donc en fait, tout ça, ça va me générer de la perte de temps que j'ai pas si tous les jours, je prends soin de moi en fait. Et je préfère bloquer tous les jours minimum une demi-heure, une heure sur ces sujets-là et pas avoir des semaines dans le dur ou des mois dans les ténèbres à galérer sur les sujets, plutôt que laisser le truc se faire, pas prendre cette demi-heure-là et à un moment donné, en fait, prendre j'allais dire la shitstorm, mais ça fait un anglicisme, mais la tempête de merde que ça génère d'être pas bien sur des mois et d'être pas bien avec ses proches, d'être pas bien avec ses associés, pas bien avec ses collègues, pas bien avec sa femme. Généralement, tu payes tout ça, la facture, elle arrive, tu vois. Donc, le temps, il faut le bloquer, il faut le prendre, tu vois. C'est hyper important. Parlons de calendrier. Comment tu arrives à. On en parlait il y a quelques jours quand je t'avais proposé, on essayait de trouver une date ensemble pour se voir. Et j'allais te poser la question, je t'avais dit, j'allais te poser la question sur ça. Comment tu arrives à organiser en fait, le flux. Et je pense que ça, c'est un sujet sur lequel moi je me pose en ce moment. C'est comment arriver à gérer le flux des personnes qui veulent communiquer avec toi, qui veulent interagir dans ton agenda. Tu bloques 30 minutes et en fait, tu as 3 personnes qui te demandent si tu es dispo à ce moment-là pour X, Y raison. Comment tu arrives à gérer tout ça? Tu vois, je t'ai parlé de l'écriture. Un autre sujet, enfin des autres outils qu'on utilise, c'est la visualisation et l'agenda. Et les 3 outils sont liés. Si j'écris ce que j'aime et ce que j'aime pas, et si j'écris les schémas de pensée que j'ai et que je veux abandonner et les schémas de pensée que j'aimerais creuser, tout ça, enfin, j'aimerais développer, ben, tout ça, c'est la base d'une visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est un scénario de toi dans le futur qui gère trop bien son agenda, qui est capable de répondre aux sollicitations sans se laisser déborder, garder du temps pour toi, garder du temps pour la boxe, du temps pour tes proches. Ça, c'est un monde idéal. Aujourd'hui, tu vas me dire, c'est pas le cas. Mais tu vas designer, imaginer ce monde idéal et tu vas poser cette vision-là à l'écrit. Ça va être ta visualisation. C'est ton GPS. Une fois que tu as ça, tu vas prendre ton agenda et tu vas utiliser ton agenda comme un miroir de ta visualisation. C'est-à-dire que ce que tu as mis dans ta visualisation, ça doit se retrouver dans les différents aspects de ton agenda. Donc c'est très simple. Tu as 168 heures dans la semaine, comme tout le monde. Et ben, tu vas les diviser. Qu'est-ce que tu utilises pour dormir? Qu'est-ce que tu utilises pour le sport? Qu'est-ce que tu utilises pour le business? Qu'est-ce que tu utilises pour le podcast? Qu'est-ce que tu utilises pour tes proches? Et tu vas mettre dans un agenda, comme si tu avais un agenda de lycée, tu vas mettre les différentes sections. Et ensuite, c'est très simple. Les sections que tu as données pour interagir avec les gens, bah, tu les proposes aux gens et puis elles fonctionnent. Tu vois. Moi, par exemple, le jeudi après-midi, c'est une demi-journée où je suis free. Tu vois. Donc, par essence, je savais que je pouvais faire le truc avec toi. Parce que c'est une journée typiquement pour ce genre de projet, ça fonctionne. Tu m'aurais dit, on enregistre, je te l'avais dit d'ailleurs, le lundi ou le mardi, c'était mort. C'est des journées où je coach, où je bosse. Donc, je t'aurais dit, c'est pas possible. Et donc, cette technique-là, en fait, elle permet d'aligner tes pensées, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux pas aller, les mettre dans ton scénario idéal et que ton agenda soit un reflet de ton scénario idéal. Et si tout ça, tu lis ton scénario idéal, ta visualisation tous les matins, et que ton agenda, il reflète les différents aspects de ta vie sur lesquels tu veux passer du temps, il y a peu de chances que tu ailles au mauvais endroit, tu vois. Parce que tu as mis les rails pour que ça fonctionne, tu vois. C'est un peu comme une session de sport bien calibrée. Bah, si ton coach t'a fait une bonne session, en fait, et que tu sais l'exercice que tu vas bosser, bon, il y a peu de chances que peut-être que tu as une variable de 10 ou 20%, tu vois, où tu peux faire un peu moins bien ou un peu mieux. Mais globalement, tu es sûr de faire 80% du job et ton agenda, il est jamais parfait. Tu vas pas tout cocher à la seconde près, c'est pas le but. Le but, c'est que globalement, tu avances dans la bonne direction. Donc moi, j'ai ce truc-là, où je sais où je veux aller, je sais où j'investis mon temps, très important pour moi. Et après, j'ai évidemment, comme tout le monde, des imprévus, des fois où j'ajuste, des fois où j'ai prévu de bosser, je bosse pas, des fois où j'ai pas prévu de bosser, je bosse. Tu vois, je suis flexible. Bien sûr. Mais je suis flexible sur 10%. Et le reste, en fait, c'est ancré, c'est automatique, je me prends. Tu vois, cerveau automatique, cerveau adaptatif. En faisant ça, je me mets sur un mode automatique. J'ai pas besoin de réfléchir quand est-ce que je vais voir les gens, quand est-ce que... Je sais, en fait, j'ai des créneaux définis. Donc ça me prend pas, j'ai pas besoin de déclencher mon mode adaptatif. Tiens, est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Non. J'ai un créneau. Si j'ai un créneau pour le faire, tant mieux. Si j'ai pas de créneau, ben je le fais pas. C'est clair. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, ça revient. Il y a une vidéo, mais je sais plus c'est qui l'avait fait sur un... C'était francophone en tout cas. C'était. Je sais plus. J'ai plus le nom. Mais c'était ne pas subir en tout cas son agenda. Jamais. C'est décider en amont où est-ce que je vais investir mon temps. Et la dernière petite technique qui est super importante, c'est de venir regarder en fin de semaine, mettre en vert les créneaux que tu as respectés et en rouge les créneaux que tu n'as pas respectés.
Et comme ça, visuellement, tu vois, OK, donc ça, j'ai respecté. Et si toutes les semaines, il y a un créneau en rouge ou plusieurs créneaux en rouge que tu vois que tu respectes pas, bon, bah, c'est qu'il faut changer. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Si tu te dis que tous les mercredis matins, tu vas faire du sport et que tous les mercredis matins, tu vas pas, bon, bah, change le créneau et mets le mercredi soir. Tu vois. Ouais, c'est clair. Là où il y en a, ils vont persister. Non, c'est Ça va rien. être- Mais le côté visuel vert-rouge, Ouais, il ça- t'aide ça à tout frappe. de suite, ça frappe de dire, OK, bah là, si je veux faire du sport et que c'est toujours en rouge, il faut que je le mette ailleurs ou potentiellement, ça sera plus facilement en vert, tu vois. C'est clair. En termes de notifications, parce que moi, Ah oui, c'est vrai, on a parlé de ça. Ouais, on va être ça aussi. Mais moi, à chaque fois, je suis en train de faire mes réglages sur le mode concentration, J'ai vu le avec mode ton travail. Apple Watch. Ouais, je m'en Apple Watch. Là, si je regarde, bon, je n'ai pas mis de type de concentration. Mais parfois, quand je suis en coaching, j'ai le mode sport. Ouais. Quand je suis en train de bosser, j'ai le mode travail. Et j'ai laissé des personnes, soit c'est ma compagne, mes parents, ma soeur, mon frère. Et vraiment 2, 3 amis d'enfance qui peuvent m'appeler. Le reste, en fait, ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent m'appeler, mais ça va c'est pas direct sur m'envoyer la répondeur, notification. Toi, t'es d'avis de ce... Bon, je le sais, Tu mais comment tu Je suis trouves très ça, radical. En fait, l'image que j'aime bien prendre, c'est est-ce que tu verrais des gens, tu vois, à l'époque où il n'y avait pas les téléphones, tu vois, est-ce que tu verrais des gens, tu vois, genre rentrer chez toi et venir peu importe ce que tu es en train de faire, ils frappent pas et machin, ils viennent chez toi et disent ouais, au fait, je voulais te dire ça, tu vois, et ils repartent. C'est une... T'imagines? dinguerie, Jamais tu te laisserais faire ça, tu vois. Les Ouais. notifs, c'est ça. Ouais, T'as c'est rien ça. demandé, un mec que tu connais même pas, il va t'envoyer un message sur Facebook, sur Insta, je sais pas quoi, et ça va te sortir de ce que tu es en train de faire. Ça n'a aucun sens, tu vois. En fait, c'est impossible. Donc, moi, s'il n'y a pas de notification, bon, déjà, j'ai supprimé moi, j'ai supprimé tous les réseaux, donc comme ça, c'est encore un autre truc. Mais j'ai aucune notification, aucune vignette, rien. Et du coup, là, tu vois, j'ai même pas eu besoin de régler mon téléphone. D'ailleurs, tu vois, même là, je sais même pas où il est mon téléphone, tu vois. Je suis totalement détaché de ça. Je suis dans le moment avec toi. Et quand il sera temps de regarder mes notifications, je regarderai mes notifications, tu vois. Mais de ma volonté, donc je reviens à l'agenda, j'ai des plages prévues dans mon agenda où je sais que je vais pouvoir regarder, tu vois. Mais en dehors, je regarde pas. Parce que alors là, il y a 1000 études qui prouvent le truc. En fait, tu as une capacité de concentration. La courbe, c'est que les 5-10 premières minutes, tu es peu concentré. Et ta vraie courbe de concentration, elle démarre au bout de 10-15 minutes. Donc là où tu commences à être vraiment efficace dans une tâche. Si tu prends une notification, le temps, tu repars à zéro. Alors, tu repars pas à zéro, je crois que tu perds après 5 ou 6 minutes de concentration, tu vois. Si, mais il y a un effet. Et tu vois. Je vois très bien. Et donc, en fait, t'imagines que si tu veux être efficace dans ce que tu fais, et là aussi, tu vois, on en revient aux gens qui disent, bah oui, je comprends pas, je travaille 70 heures par semaine, j'ai pas de résultat. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, je travaille peut-être 30 heures par semaine. Par contre, les 30 heures où je travaille vraiment. Je fais pas du on and off, j'ai pas de truc qui me dérange, je suis concentré, tu vois. Et ça fait une grosse différence. Donc non, les notifications, c'est un poison, tu vois. Et surtout pour des trucs où il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde dans lequel quelqu'un a besoin de t'avoir dans les 10 minutes. Tu vois. François, désolé, mais même ta femme, même la crèche, même le machin, en fait, je sais pas si ta fille a un problème, si ton père a un problème, je sais pas quoi. En fait, de toute façon, tu es au moins à une demi-heure ou une heure de route. C'est pas toi qui va faire quelque chose. S'ils ont un truc, ils vont appeler les pompiers, ils vont appeler tu vois, même les policiers. Donc, en fait, il n'y a pas un monde dans lequel tu as besoin d'être autant disponible que ce qu'on pense. Ça n'existe pas, en fait. C'est une construction mentale, encore une fois. Donc ça, c'est une pensée. Mais factuellement, c'est pas vrai. Factuellement, en fait, les gens n'ont pas besoin de toi. Donc si tu réponds ce soir, les gens vont très bien s'emporter, tu vois. C'est clair. Ah, c'est l'heure, vraiment, elle tourne et ça me fait mal parce que je trouve que le sujet commençait à me... Là, ça parlait sur le deep work, ça parlait sur tout ça, mais on va partir sur la fin de l'épisode et quelques questions rapides que je pose souvent à la fin aux invités. Les 3 premières sont assez génériques, après les 2 dernières sont plus, on va dire, personnalisées et fun. La première, c'est est-ce que tu es plutôt thé ou café? Je suis team thé. Je bois jamais de café, je bois beaucoup de thé. T'as testé le matin un peu? J'aime pas ça, trop acide. Non, c'est comment? C'est acre. Enfin, c'est quoi j'aime pas le. J'ai pas le terme. J'ai pas le terme non plus, mais tu vois, j'aime pas ça. Non. Et alors, plutôt entraînement, en parlant de boxe, le matin, le midi ou le soir? Ah, c'est une bonne question. Moi, je préfère le soir. Je préfère 18h, 19h, 20h, tu vois, juste avant le dîner.
Mais les disponibilités de Simon font que Simon m'a mis à la boxe le matin. Et je dois avouer que le matin, c'est quand même pas mal. Donc, je suis en train de bouger vers le matin. Ok. Plutôt livre ou podcast? Franchement, livre. Je me redécouvre. J'ai très peu lu pendant des années. Donc, je vais pas faire l'ancien qui dit. Mais là, depuis 1 ou 2 ans, je me suis vraiment remis à lire. Et avec notamment la Kindle, qui m'a beaucoup aidé en fait à acheter beaucoup plus facilement des livres, à zapper un peu comme Netflix. Tu vois, tu commences un truc, ça te plaît, tu vas au bout, ça te plaît pas, tu passes à autre chose. La Kindle, c'est super pour ça. Tu peux avoir 10 bouquins ouverts en même temps. En fait, tu t'en fous. Tu vois, t'as pas besoin d'aller à la librairie les acheter ou c'est moins cher. Et donc la Kindle qui est à côté de mon lit, moi, il n'y a rien y a pas de télé ou de portable, téléphone dans ma chambre. J'ai que la Kindle. Et donc, tous les soirs, avant de dormir, je lis parfois, je lis 5 minutes, je m'endors. Parfois, je lis 1 heure. Et franchement, la lecture, ça m'aide vachement, je trouve, maintenant, sur même la curiosité intellectuelle, sur le calme. Il y a plein de bénéfices à la lecture. Et non, la lecture, je trouve, en ce moment, je kiffe lire des bouquins. Ça fait vieux, hein, tu vois, de dire ça, mais je kiffe. Je sais pas, je pense que c'est la manière dont on lit qui peut peut-être faire un peu vieux. Par les Kindle, moi, j'ai quelques livres que j'ai en papier, j'ai du mal. Pareil, j'ai du mal. Je préfère lire parfois sur ma tablette ou sur même mon iPhone. Parfois, je préfère lire le même. J'ai plusieurs livres que j'ai en double sur mon téléphone et je les ai finis sur mon téléphone, dans le métro. Le truc du téléphone, c'est que la lumière n'est pas la même. C'est ça que la Kindle. Ouais. Le téléphone, c'est une lumière bleue, donc c'est une lumière qui t'empêche de dormir. Alors que la Kindle, c'est une. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais en gros, c'est une lumière qui te génère pas de mélatonine. Je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, un truc qui t'empêche de dormir avec les écrans. Et la Kindle, ça permet en fait vraiment de. En plus, ça évite de mettre de la lumière si ta femme elle dort, tu vois. Tu peux lire dans ton coin ton truc. Et ouais, ça aide vachement à s'endormir et je dors beaucoup mieux depuis que je lis le soir. Okay. Bon, je regarderai la Kindle. C'est dans ma liste d'achat, mais je rejetterai un coup d'œil pour toi. Et grâce à toi surtout. Les deux dernières questions, t'es plutôt campagne ou grande ville? Ah, moi, je suis un frustré de la province, moi. Moi, j'ai vécu en province. Je suis né en province, j'ai vécu en province. Ça m'a saoulé. Je kiffe trop Paris. Donc, je te dirais grande ville. Ouais, j'ai cru l'inverse. Attends. Non, la province, ça me frustre. Enfin, tu vois, quand je retourne dans ma ville natale, je suis là, putain, je pourrais pas revenir vivre ici, quoi. Donc, non, moi, je suis un Parisien d'adoption. Parisien d'adoption. Ici, c'est pareil. Bientôt l'étoile. Et la dernière, c'est est-ce que tu préfères conseiller à quelqu'un d'avoir un échec et derrière une grande réussite, mais du coup un grand échec, ou tu lui conseillerais, ou tu penses qu'on pourrait préférer une réussite plutôt plane et moyenne? C'est dur comme question. C'est comme si je donne des chiffres, hein, c'est quelqu'un qui part de, on va dire, une vie normale, la ruine, et puis derrière une réussite. Je trouve que la ruine, c'est peut-être fort comme mot, mais l'échec, et d'ailleurs, ça a un bon lien avec la boxe. L'échec, ça rend humble. Et je pense qu'il vaut mieux être humble dans la vie, tu vois. Et même une réussite moyenne, pour certains, je pense que le fait de ne pas avoir connu d'échec, ça peut rendre... Enfin, ça te donne moins de substance. En tout cas, j'aime bien les parcours un peu cabossés. D'ailleurs, je trouve dans les sports de combat, il y a ce truc aussi, il y a toujours un peu meilleur que toi. Il y a toujours un jour où tu vas t'en prendre une, tu vois. Et donc, tu as ce côté humble de savoir que un jour, tu peux gagner, mais que le lendemain, tu peux perdre, qu'il y a plus fort que toi. Et je trouve dans l'entrepreneuriat, ceux qui ont échoué, ils ont aussi ce truc de savoir que parfois tu joues, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et du coup, ça les détend aussi. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas la majorité, je pense que ça les détend sur les succès derrière. Et ça leur permet de pas être trop, comment on peut dire ça, de pas trop se vanter ou pas être... Mais dans les sports de combat, souvent, on oublie les champions qui sont invaincus. En fait, Rocky Marciano, 49-0, un des plus grands champions poids lourds, mort tragiquement. Ouais, dans le storytelling, c'est moins... Rocky justement, les gens ne font pas le parallèle que Rocky, ça vient de lui. Floyd Mayweather, après la personnalité, on peut dire ce qu'on veut, mais 50-0 avec le dernier contre Conor McGregor, mais pareil, je pense qu'il va être vite oublié malheureusement
ou heureusement, on ne sait pas comment on peut le dire. Alors que Mohamed Ali, beaucoup de victoires, mais des défaites aussi. Mais en fait, c'est la manière dont il est revenu de ces défaites-là qui fait aussi sa légende. Et je pense, comme tu dis là, que un entrepreneur, une personne dans la vie quotidienne, même des défaites personnelles, c'est là où quand tu te relèves, on se souvient et tu te souviens. Et d'ailleurs, tu ne fais pas la même erreur déjà pour commencer, ou t'évites. Et tu deviens plus grand ou plus grande. C'est un très bon parallèle. Et, je pense ouais, c'est vrai que c'est un parallèle que moi, je me fais à moi-même. Souvent, je me dis que c'est pas grave si un jour j'échoue sur quoi que ce soit. Le plus important, c'est qu'est-ce que je fais après. Et être prêt à l'après, en fait. Tu m'as dit Simon, tu vois, après le match de boxe là, du Fight Night, tu vois, il m'a dit, mec, il m'a appris, tu vois, j'ai eu un petit moment où c'était un peu plus dur de revenir à l'entraînement et tout. Et il m'a fait un peu le même discours. Il m'a dit ce qui fait un boxeur, c'est le fait de se relever. Tu vois, évidemment que tout le monde va vivre ça, en fait, c'est sûr, tu vois. Même que ce soit à l'entraînement, tu vois, même Floyd Mayweather, il y a des jours, je pense, où il a eu des entraînements difficiles, tu vois. Clairement, il le dit. Et il a dû bien se relever. Et plus, il a laissé tout son père derrière et tout, son oncle et tout, enfin, sur l'histoire de famille et tout. Et c'est la capacité de le relever, mais dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose, tu vois. C'est la capacité à se relever, et c'est ce qui fait, en effet, les belles histoires. C'est souvent les histoires des GAFA en plus. Toujours le mec qui sort du garage. Si on écoute les histoires, ils ont tous fait des boîtes qu'ils ont, avant, on va dire, leur succès. Ils ont tous créé des boîtes qui ont eu peu de succès. Ouais, dans les boîtes, il y a vraiment cette idée que tu peux, en fait, les gros succès sont tellement médiatisés que on va assez peu médiatiser les autres côtés de l'histoire ou ce qu'ils ont fait avant. Et en fait, quand tu creuses, c'est là où tu te rends compte que oui, en effet, tout le monde a eu des petits échecs ou des gros échecs, ou même des succès qui sont discutés, tu vois. Un truc de Facebook, en fait, finalement, c'est pas son idée, il l'a pris à des gars, ouais, mais c'est lui qui l'a développé, tu vois. Mais lui, toute sa vie, il a trimballé le fait est que quand bien même Facebook, c'est un immense succès, toujours des gens qui diront qu'il a volé l'idée, tu vois. Donc même lui, en fait, c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire dans la tête des gens, c'est que même lui, il a ce truc, tu vois, il porte un truc qui est pas un truc d'échec, mais qui est un truc de... Il y a eu un film qui a fait un carton dans le monde entier où il passe pour un voleur d'idées, tu vois, et pour un connard. Donc tu vois, c'est... Même lui, je pense qu'il y a des jours où il s'est levé, fait chier, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, est-ce que tu aurais une question pour... le premier et la première invitée de la saison 2, ce ne sera pas tout de suite. Je ressortirai la date d'ici là. Mais une question peut-être à poser. Ouais, la question, ça serait c'est quoi le pire moment de boxe? C'est quoi le moment où ça a été le plus dur, tu vois? Est-ce que c'est un coup? Est-ce que c'est un round? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est un entraînement? Et qu'est-ce qui a été dur et comment ils ont fait pour se remettre en selle? Ok. Alors, pour petit, on va dire, spoil, ça peut potentiellement être un boxeur de très haut niveau. Super, justement. Du coup, je t'ai dit, ça peut être le cas. Ça dépendra après des plannings des différentes personnes qui doivent venir. Mais du coup, on veut savoir. Ouais, ça serait intéressant en tout cas. Et je la reposerai même le cas échéant. Et toi, est-ce que tu conseillerais quelqu'un pour les prochains épisodes à venir? Moi, tu sais, moi, je l'ai dit, je suis assez jeune dans ce sport. Mais c'est vrai que Cyril, il est déjà venu, mais Cyril, il a des anecdotes, et notamment, il me parlait d'un coach, mais j'ai oublié le nom. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des personnalités chez les coachs, de personnes qui ont vécu un peu des histoires de fous. Et c'est vrai que dans les sports de combat, il y a ces images de personnalités. Et je sais qu'en tout cas, moi, c'est des trucs qui me passionnent. Je trouve ça toujours assez, tu vois, les Jérôme Le Banner ou les Doumbé ou les machins, ils ont toujours des histoires où comment il s'appelle, le Camerounais Ngannou. Ouais. Tu vois, c'est des histoires assez folles, tu vois. Et donc, ouais, qui sait au temple, comme ça, des histoires un peu de vie particulière. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et ouais, ça m'intéresserait. T'es pas la première personne à m'en parler. Cyril m'en a parlé, Sixi m'en a parlé. Tu m'en parles. Sophie m'a proposé et m'a demandé de demander à Jérémy aussi ouais, Jérémy, j'aimerais bien connaître mieux Jérémy. Ouais, je le connais assez peu. Ouais. Et donc, au final, c'est clairement quelque chose qui se fera. Et la plupart, en tout cas ceux avec qui je parle souvent, sont au courant. Et il y en a tellement que je saurais. Enfin, j'ai fait un épisode avec Baba.
Ouais. Donc, mais vu aussi son parcours derrière en tant que commentateur, il y avait aussi une partie entrepreneuriat qui était un peu plus facile. Et il a l'habitude du micro, donc c'était une logique à faire ensemble. Et même avec lui, on en discutait en off que oui, il faut des épisodes avec la plupart des coachs du temple. Parfois même un talk, pourquoi pas, avec la plupart. Et... la face sombre un peu de la boxe, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça va se faire, et même avec des boxeurs professionnels, il y en a avec qui je dois discuter. Je ne peux pas chercher encore les noms, parce qu'il n'y a rien de concrètement sûr en termes de dates. C'est qui les boxeurs que tu rêverais d'interviewer? Que je rêverais, personnellement il y en a beaucoup. Après, là, Top 3. Top 3. Anglophone aussi? Ouais, français d'abord. Français d'abord? Francophone. Bon, allez, il y en a où je suis proche soit d'eux, soit de certains de leurs collaborateurs ou des gens qui sont proches d'eux. Souleymane Sissoko. Et après, je parle du coup de Mohamed, son manager. Il a regardé la caméra. Il sait. Là, je regarde en mode... Momo. Ça fait plusieurs fois, je te le dis. Mais donc, Souleymane Sissoko, j'aimerais beaucoup. Parce qu'il était là au JO en 2016 et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Tony Yoka. Tony Yoka, parce que je pense qu'il va revenir et je voudrais vraiment qu'on puisse échanger sur comment il a pu gérer en fait. Et ses frères aussi, peut-être un épisode avec lui, ses frères, pour faire le parallèle un peu. Parce que ses frères, au final, ils étaient dans son nombre et ils ont aussi du talent. Donc ce serait très intéressant. Et dans le MMA, pas la fausse, Cédric Doumbé, ce serait Dream, et surtout comment il gère sa nouvelle autorité, parce qu'on parle quand même d'une légende du kickboxing, mais que les gens commencent à connaître aujourd'hui. Et enfin. Ouais, puis ce qu'on voit dans le MMA quand même, c'est que là-bas, tu vois, maintenant que je regarde le MMA dans un œil différent, l'anglaise est quand même très présent dans le MMA, tu vois. Et là, je sais pas si t'as vu le combat de Pimblet là. Si, j'ai vu quand en anglaise, le mec, ça passe quoi. Ouais. Il met des vrais. Enfin, tu vois. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien savoir moi comment. Enfin, focus la discussion avec ces mecs-là sur l'anglaise en fait, leur rapport à l'anglaise. Et même d'ailleurs, je sais que Cyril Gane pour son combat, il était venu s'entraîner avec le poids lourd de Simon. Ouais. Donc, tu vois, c'est que les mecs ils valorisent vraiment ce savoir-faire de l'anglaise, tu vois. Le doblard, comme on dit. Cyril Gane aussi, j'aimerais bien, mais ce serait dans un second temps, je pense. Mais là, les noms que je t'ai dit en boxe anglaise, après en MMA, Cyril Gane serait logique. Mais en tout cas, ouais, en fait, pour connaître leur rapport à la boxe, tu vois. Tous. Les gars, je vous veux tous. Et j'aimerais bien échanger avec chacun parce que je sais qu'il y a tellement d'histoires quand on échangeait tout à l'heure sur ça. Et après, les entrepreneurs, je sais plus si on peut dire à foison. Et l'objectif, c'est que chacun et chacune puisse partager un petit peu ses histoires. Et par le sport, en fait, j'aime bien, comme tout à l'heure tu disais, je pense que ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps que tu n'as peut-être pas parlé de ton enfance par rapport au sport. C'est vrai. Et c'est un peu ça. Je vais être péjoratif, mais c'est un peu se mettre à nu par le sport. Et derrière, après, pouvoir parler un petit peu de ses réussites, ses échecs et faire le parallèle, en fait, dans, on va dire, l'aspect mental. Et ça, t'en parles assez bien. Et t'en as bien parlé dans cet épisode. Ben écoute, Raphaël, on a fini cet épisode et c'était le dernier de la saison 1, comme je disais en préambule au début, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je te remercie. Merci à toi. Je te remercie parce que on clôture la saison ensemble. Et vivement la saison 2. Et en plus, on en parle de faire l'épisode depuis que je venais commencer le podcast. Donc c'est top. La saison 2 elle sortira bientôt. Je vous sortirai les dates prochainement. J'ai une newsletter que j'ai mis en place qui s'appelle See You in the Ring, le cercle. Donc je t'inviterai, je te partagerai le lien. Elle va être mise en ligne. En tout cas, la première newsletter sortira le lundi à la suite de la sortie de notre épisode qui sortira un dimanche. Là, on est aujourd'hui le jeudi 24. On a l'épisode avec Sophie qui sort ce dimanche, le tien la semaine suivante. Et la newsletter, la première qui sortira le lundi par la suite. Cette newsletter, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir à la fois une réflexion sur un sujet de santé, sportif ou mental, et derrière aussi une recommandation de lecture, de vidéo, d'un podcast, que sais-je. Pas forcément le mien, du coup, on peut parler de n'importe quel podcast, n'importe quelle vidéo, n'importe quel sujet. Et un petit challenge sportif, parce que c'est aussi le sujet. Et à chaque fois, chaque semaine, les personnes recevront ça. En 4e point, j'ai la chance cette année d'être ambassadeur Louis Lemon et il y aura aussi des événements qui se créeront. Et donc, dès qu'il y aura un événement, les personnes présentes dans la communauté pourront avoir des accès privilégiés et même parfois des
événements seulement entre membres de la communauté quand ça grandira, quoi. Trop Donc, je bien. vous invite vraiment à suivre le lien qui sera en Subscribe. description de l'épisode pour participer et pouvoir recevoir cette newsletter, la première qui sortira à la suite de notre épisode. Merci encore, Raphaël. Merci à toi. Merci à vous et à très vite pour la saison 2 de See You on the Ring. Merci, Raph. Salut. Thanks, my man. Thanks. Plaisir.